À Capesterre-Belle-Eau, un protocole de fin de conflit a été signé par les agents grévistes de la CASBT. Le collectif, lui, maintient la pression en attendant d'avoir l'assurance du rétablissement de l'approvisionnement en eau. Et le malaise des contractuels persiste au CHU de Pointe-à-Pitre. Ils réclament leur intégration définitive. La direction leur propose de passer des concours pour y parvenir. Le directeur des ressources humaines du centre hospitalier sera notre invité. Gros plan dans ce journal sur une maison atypique qui flotte sur l'eau, l'Aqualodge. Le concept a été récompensé pour ses qualités écologiques à la récente semaine de l'environnement. Le reportage de Linda Kayarsi est à venir. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. C'est peut-être la fin du calvaire pour les habitants de Capesterre-Belle-Eau. Un protocole de fin de conflit a été signé ce soir entre les anciens agents de la SOGEA transférés à la CASBT. Ils avaient déserté le terrain, entraînant le quasi-arrêt de l'approvisionnement sur la commune et ses sections. Le collectif des usagers, satisfait mais prudent, a décidé de maintenir les barrages ce soir jusqu'à ce que l'eau soit totalement revenue dans les robinets. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Les négociations entre le personnel de la CASBT affecté à la régie des eaux et la direction ont abouti à une signature de fin de conflit et très attendue à la levée du barrage de l'Île-et-Pérou. Tous les dossiers ont été mis à plat et décortiqués au cas par cas. Une réunion fructueuse qui a duré une grande partie de la journée. Nous avons examiné tous les cas individuellement et je pense que nous avons aujourd'hui signé un document qui nous permet de mettre fin à ce conflit, déjà du personnel de la communauté affectée à la régie des eaux sur Capesterre et forcément qui avait des conséquences sur la distribution de l'eau sur le territoire de Capesterre. Toutes les revendications ont fait l'objet de discussions détaillées. Reste à mettre en place une organisation sur le terrain en fonction d'un échéancier. Malheureusement, quand même, il a fallu quand même faire deux semaines de grève pour pouvoir trouver une solution. Aujourd'hui, quelque chose qu'on aurait pu éviter. Bon, le mal est fait, on l'a fait, mais par contre, on dit le plus important pour nous, c'est de rétablir la situation de la population de Capesterre-Belle-Eau qui souffre depuis quelques jours. Bon, effectivement, la route est barrée depuis 2 jours et aujourd'hui, ils attendent notre accord de fin de conflit. Ça nous a permis quand même de faire évoluer la situation et que je crois que le problème des Capestériens, je crois qu'on pourra améliorer la situation. Le transfert de ce personnel était à l'origine du conflit. Il s'accompagnait d'une perte de certains acquis. Une fois ce protocole signé, la délégation s'est rendue sur le barrage de Capesterre-Belle-Eau. Le protocole d'accord a été signé. Tous les accords qui ont été adoptés hier soir par les membres communautaires et les membres du syndicat, eh bien, tout a été signé aujourd'hui, ils viennent d'arriver. Et là maintenant nous sommes en train d'organiser techniquement la distribution de l'eau à Capesterre puisqu'il y a des organes importants qui ont des pierres et subitement des fermetures qu'on ne comprend pas. Donc le personnel chargé techniquement de régler le problème est sur place là avec moi. Nous sommes en train d'attendre du matériel et à ce moment-là maintenant, nous allons découvrir, nous allons enlever ce qu'ils ont mis au niveau des vannes, les vannes importantes. Et là maintenant, les 2 sections qui manquent de l'eau vont avoir de l'eau d'ici peut-être 1 heure ou 2 heures. L'eau coule à nouveau dans les robinets des Capestériens. La circulation a été rétablie et le personnel reprend le travail dès demain matin. Et nous venons d'apprendre que les barrages seront levés dès ce soir et ainsi la circulation sera rétablie pour les automobilistes dès demain. Le comité entamé par les agents, le conflit entamé par les agents affiliés à l'UGTG à la Caisse de sécurité sociale n'a toujours pas trouvé son épilogue. Les grévistes laissent entendre que la situation pourrait même empirer. Le point avec Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. 3 semaines de mobilisation et aucune signature de fin de conflit à l'horizon. Les employés de la CGSS affiliés à l'UGTG se plaignent d'un mal-être au travail. Ils ont déposé une plateforme d'une 12aine de points de revendication. Ni on collègue nous a pété les plans, ni on collègue dans une situation de mal-être au travail. Nous avons aussi un problème très important des conditions d'hygiène et de sécurité. Nous avons un immeuble qui a 10 ans, immeuble qui a dégrené les collègues sont partis en maladie, les collègues au travail ont trouvé des éruptions cutanées. Donc il faut nous trouver en plan à ça. Et nous avons aussi un problème très important qui sont un problème de départ des activités en nous
en Guadeloupe, d'activités de Guadeloupe qui partent en France. Nous trois collègues qui partent en psychiatrie, nous trois collègues qui viennent travailler en reculant, il faut nous arrêter avec ça. C'est les 3 principaux points parmi les 12 points que nous Kenya débattent avec M. Yakou. Ils réclament plus de moyens humains pour mener à bien leur mission. Quand on connaît le taux de chômage chez les jeunes, ils ne peuvent accepter les situations précaires. Nous avons 66% des jeunes qui sont au chômage. C'est incompatible avec le fonctionnement à nous. C'est incompatible avec les gens qui prônent la jeunesse. Il faut nous trouver à quoi c'est ça. Hier, les grévistes ont rencontré le directeur Henri Yakou, mais n'ont pas véritablement avancé sur les négociations. La disparition de Jacques Taurin, son prédécesseur, y est certainement pour beaucoup. Les grévistes espèrent néanmoins être convoqués rapidement. Mais en attendant, nous avons décidé d'augmenter la cadence, de monter la pression là. Et là, nous attendons qu'elle convoque nous. Et nous avons dit d'abord pour nous que nous parler à n'importe qui joue de rentrer en négociation avec la direction. Autre malaise social, celui qui touche les quelques 300 contractuels du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Certains d'entre eux sont en contrat à durée déterminée depuis 9 ans. Un scandale pour la CGTG qui a enclenché un mouvement de grève depuis le 7 novembre dernier. Stéphane Berniac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur des ressources humaines du CHU de Pointe-à-Pitre. Alors avant d'aborder cette question en détail, de comprendre pourquoi cette situation perdure, je vous propose de regarder avec moi le reportage de Nathalie Dinan qui avait justement tourné un reportage sur les débuts de la mobilisation. On regarde ensemble. Les contractuels du CHU sont mobilisés depuis la semaine dernière pour réclamer leur titularisation. Affiliés à la CGTG, ils refusent la précarité et les mauvaises conditions de travail. Il y a certains agents qui arrivent, qui n'ont que 6 mois, ils sont titularisés et eux, ça fait plus de 4, 5, 6, 7 ans qu'ils sont là, même voire 9 ans. Il y a ceux qui sont là depuis 2007 et qui ne sont pas titulaires. Alors la direction leur dit, il faut passer des concours. Mais quand ils passent les concours, ils voient qu'en fait, ils ne passent pas. Résultat, c'est qu'ils sont en colère et ils ont raison. Et la CGTG, nous, on soutient ces camarades. Manque de matériel, effectifs insuffisants à tous les niveaux. Le personnel du CHU se plaint et la situation des précaires est encore plus critique. Le personnel va soigner les gens à domicile. Ils n'ont pas le matériel qu'il faut avec. Mais le patient, lui, l'a payé. Et résultat, ils se font agresser. Un parc automobile où des voitures sont complètement des épaves. Et le personnel utilise ces voitures avec les conséquences qu'on sait, des accidents qui peuvent se produire. Voilà la situation de dégradation. La CGTG accuse la politique de santé menée par le gouvernement qui entraîne immanquablement la dégradation du service public de santé. La direction du CHU est prête à les intégrer, mais sous certaines conditions. Évidemment, je peux comprendre leur colère puisque ça fait effectivement des années qu'ils sont dans une situation qui peut paraître précaire. Et bien évidemment, nous avons déjà engagé depuis quand même plusieurs semaines des réflexions pour pouvoir leur donner des perspectives. Pour intégrer la fonction publique, le principe général est la réussite à un concours. Donc nous, à notre niveau, au niveau de la direction, nous souhaitons organiser ces concours. On a déjà pris cet engagement-là depuis vendredi dernier dans le cadre des discussions, dans le cadre du préavis de grève déposé par la CGTG. Donc nous sommes ouverts à l'ouverture de ces concours, à l'intégration de ces agents une fois qu'ils auront réussi ces concours, en ouvrant massivement des postes pour qu'ils puissent y candidater. Aujourd'hui, ce sont les contractuels qui grognent, demain peut-être les titulaires. La direction a entamé un vaste dialogue social et avance selon ses moyens sur les différentes revendications de tout le personnel. Stéphane Berniac, expliquez-nous un peu, comment expliquer que des agents CDD depuis 3, 7, 9 ans le soient toujours, alors que la législation finalement l'interdit. Elle prévoit le renouvellement des CDD pour 2 ans avec une durée maximale. Comment on explique cette situation ? Effectivement, nous avons au sein du CHU un nombre d'agents contractuels qui sont à un niveau qui peut paraître élevé, mais qui est légèrement en dessous de la moyenne nationale. Au CHU de Pointe-à-Pitre, nous n'avons pas plus de contractuels que la moyenne nationale. Ce que je veux dire, c'est comment expliquer que des gens soient renouvelés pendant 9 ans comme ça en CDD ? Nous n'avons pas aujourd'hui sur les postes vacants au CHU d'agents qui sont contractuels depuis plus de 9 ans. Les agents qui sont là, contractuels, sur des durées aussi longues que celles que vous évoquez, sont en contrat à durée indéterminée et vos téléspectateurs savent faire la différence entre un CDI et un CDD. Ce ne sont pas les chiffres annoncés par le syndicat, justement. C'est ce qu'ils dénoncent. Oui, tout à fait. Je peux comprendre qu'ils contestent nos chiffres, mais en tous les cas, les faits sont têtus. Nous avons effectivement un nombre de contractuels, que je vous dis, qui est quand même assez important. Nous, à notre niveau, c'est de pouvoir donner des perspectives à ces contractuels. Sécuriser leur parcours,
organiser ces concours. Effectivement, ça fait longtemps que sur certaines filières, nous n'avons pas organisé ces concours. Et notre souhait, c'est justement de rattraper ce retard, d'accélérer les choses. Un calendrier a d'ores et déjà été déterminé et donné aux organisations syndicales. Nous sommes prêts à nous engager sur cette voie. Alors, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est que dans la fonction publique territoriale, on peut être intégré sans passer le concours, être intégré en catégorie C. Oui. Pourquoi ce n'est pas le cas dans la fonction publique hospitalière ? Si, c'est également le cas dans la fonction publique hospitalière. C'est ce que nous avons également proposé sur les agents de catégorie C, à savoir les agents de services hospitaliers qui peuvent effectivement intégrer la fonction publique sur des concours réservés ou des intégrations sans concours, c'est à peu près la même dénomination. C'est possible, mais uniquement pour les agents de catégorie C. Ce que demandent les agents du syndicat CGTG, de même que la délégation que nous avons reçue, c'est que ce principe d'intégration directe concerne l'ensemble des contractuels de l'établissement. Et c'est là où, évidemment, nous avons un point d'achoppement, parce que nous sommes d'accord pour le faire pour les agents d'intégration directe des agents de catégorie C. Ça, nous sommes d'ores et déjà d'accord, nous l'avons déjà donné des engagements et des garanties là-dessus depuis la semaine dernière, mais le faire généraliser à l'ensemble des agents... Donc pour des personnes qui occupent des postes de cadre, en gros? Non, ce sont des agents de catégorie C, donc qui n'ont pas forcément de conditions de diplôme. Donc ces agents peuvent postuler à ces concours réservés, sans titre, sans diplôme particulier, mais néanmoins avec un montage de dossier assez simplifié. Donc ça, c'est possible. Nous avons d'ores et déjà donné des engagements là-dessus sur l'organisation de ces recrutements sans concours. Sans concours, d'accord. Voilà. Pour le reste, effectivement, la règle, c'est l'organisation de concours avec des jurys qui sont constitués de gens de l'intérieur et de l'extérieur. Mais ce qu'ont en tête les syndicats, c'est un dispositif exceptionnel qui a eu lieu entre 2009 et 2012. D'ailleurs, c'est les documents qui m'ont été transmis, en me disant « ça a été fait il y a 5-6 ans, pourquoi vous ne le feriez pas aujourd'hui ?» La situation n'est pas exactement la même qu'il y a 5-6 ans, parce qu'il y a 5-6 ans, il y avait beaucoup plus de contractuels, que ce soit en proportion ou en nombre que ce qu'on avait aujourd'hui. Et l'exception ne peut pas devenir la règle. On ne peut pas se baser sur un dispositif qui a été jugé illégal par les différents rapports qui sont sortis sur le CHU pour pouvoir régulièrement prendre des décisions qui sont illégales. Donc notre souhait, c'est ne pas justement faire en sorte que cette exception devienne la règle et qu'on soit dans un cycle de discussion, d'ouverture avec les syndicats sur le rythme d'ouverture de ces concours et aussi de ces recrutements sans concours. Où en êtes-vous ce soir dans les négociations avec le syndicat ? Aujourd'hui, les négociations sont un peu au point mort, puisque nous avons eu une rencontre hier sur ces éléments. Comme je vous l'ai dit, nous ne souhaitons pas élargir et généraliser le dispositif d'intégration sans concours, comme je l'ai dit, qui est réservé aux catégories C et pas à toutes les catégories. Cette proposition a été refusée par le syndicat, qui lui demande l'application d'un régime dérogatoire. On parle tout de même de près de 300 personnes en situation précaire, parce que c'est le cas, hein. Ils n'ont pas la possibilité de se projeter dans l'avenir. Y a-t-il d'autres solutions ? Peut-on arriver à un compromis ? Oui, nous souhaitons justement, c'est l'objectif des réunions que nous avons eues dernièrement, c'est pouvoir effectivement sécuriser le parcours et donner des perspectives à ces agents. Il y a un calendrier d'ouverture de postes assez massif. Il y a quand même 208 postes minimum, puisque là, 208 postes, on est sur les listes principales, 208 postes minimum qui ont été d'ores et déjà proposés la semaine dernière aux organisations syndicales d'ouverture de postes de concours sur les 2 années à venir, puisque la réglementation prévoit notamment pour des concours réservés une échéance jusqu'à mars 2018. Nous souhaitons donner des perspectives sur une ouverture importante et massive de postes, accélérer ces concours, accélérer ces postes offerts, pour rattraper un retard. Effectivement, il y a eu un retard dans l'organisation des concours plutôt sur les filières soignantes. Donc nous avons décidé de les prioriser, les infirmiers, les aides-soignants qui sont au chevet du malade, qui sont au quotidien, qui sont impliqués auprès de la population guadeloupéenne lorsqu'elle est en difficulté et en soins. Qu'est-ce que se passera-t-il s'ils échouent au concours ? Comment ? Que se passera-t-il s'ils échouent au concours ? Parce que ça reste un concours. Oui, tout à fait. S'ils échouent au concours, il faudra que dans un second temps, on puisse pouvoir les accompagner soit sur à nouveau préparer un autre concours ou se reconvertir, ou effectivement, in fine, ce qui pourrait être proposé, c'est passer en CDI. Mais la règle reste... Donc ça veut dire qu'on peut passer cette case de concours dans ce cas. Comment ? Ça veut dire qu'on peut se passer du concours en vérité ? Non, justement, le concours reste la règle. Vous venez de dire qu'en fait, que s'ils échouent au concours, on peut envisager une reconversion ou alors une intégration définitive. Non, un contrat, il reste contractuel. D'accord, donc on doit renouveler encore les CDD. Potentiellement. Jusqu'à quand ?
jusqu'à ce qu'effectivement on puisse trouver des modalités... Et là, tomber dans l'illégalité? Non, je vous l'ai dit, de pouvoir les passer en contrat à durée indéterminée. D'accord, merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Stéphane Berniac. En Guyane, un vibrant hommage a été rendu à l'ancien conseiller général qui a été tué la semaine dernière. Peut-être que vous en avez entendu parler, Patrice Klett, une veillée culturelle et citoyenne qui a été mise en place dans sa commune d'origine, Saint-Laurent. Notre consoeur Elsa Gonzalez était sur place. Au son des tambours, témoignages et chants résonnent dans Saint-Laurent du Maroni. Du poème au chant, chacun prend la parole et manifeste son malaise. Personne n'est en sécurité. Moi, personnellement, il y a quelques années de ça, voilà, tout mon bijou à mon case, il est rentré en mon case. Moi, décret, moi, en sécurité parce que moi, à l'étage, il est escalade des gouttières, il est rentré, il savait qu'il m'était qu'un bijou. Non, il est volant. Dieu merci, il n'a pas touché moi. Créé pour l'occasion, ce collectif citoyen appelle la population à se rassembler et s'unir afin d'essayer de trouver des solutions. Le message que je voudrais faire passer ce soir, c'est l'union avant tout. C'est un homme de trop qui est mort. Et je pense que vraiment, nous avons essayé des choses, nous avons essayé des marches blanches, nous avons essayé des villes mortes. Je pense que ça n'a pas marché. Maintenant, à nous de nous unir et de chercher d'autres solutions. En cette soirée d'hommage, artistes, musiciens, chanteurs et hommes politiques sont venus apporter leur soutien. L'insécurité n'est pas un sentiment nouveau de la population. Cambriolage, agression, attaques à main armée, des phénomènes de violence connus depuis les années 80, mais qui s'accentuent au quotidien. C'est un phénomène qui est nouveau parce que depuis les années 84, ça a commencé à exister. Je ne peux pas dire que j'étais le premier, parce qu'on a eu des morts en 84, parce que ça s'est passé chez moi le 25 juin 84, et c'est un lundi, et le vendredi d'après, ils ont tué M. Roy à Cayenne. Donc c'était vraiment le premier décès qu'on avait eu par vol. En parallèle à cette soirée, un hommage était rendu à Sinamari, ville d'origine de Patrice Klett. Aujourd'hui, à 16h, ont eu lieu ses obsèques ouvertes au public. Reste avec nous dans quelques minutes. Les bungalows Aqualodge récompensés pour leurs qualités écologiques. Et puis, il vient d'ouvrir ses portes pour la 30e fois. Nous irons au Salon de l'Habitat au WTC de Jarry. Ce matin, les étudiants du campus de Fouillol avaient rendez-vous avec des cadres d'entreprise afin d'échanger de façon concrète sur différents métiers et les moyens surtout d'y accéder. Une rencontre organisée dans le cadre de la 6e édition des Forums des métiers et des carrières, lancée à l'initiative de la Fondation Université des Antilles et le groupe Ayotte. Karen Diamin était sur place. Pour cette 6e édition, le Forum des métiers et carrières de la Fondation Université des Antilles a choisi de s'appuyer sur un thème en plein essor. Il s'agit de l'utilisation du digital par les étudiants dans leur démarche de recherche d'entreprise, dans leur démarche d'insertion et aussi, pourquoi pas, d'être à la fois entrepreneurs de leur propre carrière, mais aussi entrepreneurs. Donc c'est vraiment un sujet qui est au cœur de l'actualité, de la modernité du monde économique. On a cette année eu à cœur d'être à la fois au centre de la modernité et en même temps de proposer quelque chose qui soit très pratique pour les étudiants pour qu'ils puissent avoir une formation de plus supplémentaire dans ce dont ils ont besoin pour leur insertion professionnelle réussie. En première année de STAPS, Juliana a un projet professionnel bien défini et compte sur ce type de forum pour rencontrer des professionnels. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'entreprises qui ouvrent leurs portes. À ce que j'ai vu, il y a des nouvelles choses par rapport à l'année dernière. L'intérêt pour moi, c'est de découvrir divers métiers, diverses aides qui pourraient aider par la suite parce que nous sommes étudiants et c'est un peu difficile parfois. Pour la rassurer et l'aiguiller, elle a pu compter sur des professionnels comme Audrey qui a suivi le même cursus. J'aimerais pouvoir donner la chance aux étudiants sortants, diplômés, d'avoir un accès facile à l'emploi. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir trouver rapidement du travail et si je suis dans la mesure d'apporter moi aussi du travail aux jeunes diplômés. Donc, c'est ce que je recherche. Des conseils, les conseiller, les accompagner, les motiver, les stimuler, leur faire prendre conscience qu'il y a de quoi faire en Guadeloupe. Pour le groupe Bernard Ayotte, co-organisateur du forum, il s'agissait avant tout de pérenniser l'emploi des jeunes. Cette manifestation est réellement pour nous un point de départ. Un point de départ, un premier contact, pour nous comme pour eux. Pour nous, parce que nous pourrons les intégrer dans nos structures pour des stages, puis des emplois. Et puis pour eux, c'est effectivement
pour certains d'entre eux la première fois qu'ils rencontrent des professionnels d'entreprise et ça leur permet effectivement d'éveiller leur curiosité et de découvrir les métiers sur lesquels nous recrutons, nous en entreprise des Antilles. Paris réussi pour cette 6e édition qui aura réuni une trentaine de professionnels et vu défiler des dizaines d'étudiants. Et les écoles élémentaires se mettent aussi à l'heure du numérique. À Sainte-Anne, les élèves de cours moyen 1 et 2 de l'établissement Ginette Maragnès ont reçu leur tablette numérique. L'objectif, faciliter l'apprentissage des mathématiques. Reportage Karen Diama. Les enfants adorent. En classe de CM1, papier et stylo cohabitent avec les tablettes. Les écoliers apprendront les mathématiques et le français grâce à une application. Ludique, la tablette s'adapte au niveau de l'élève et ces derniers semblent apprécier l'outil. C'est bien d'avoir une tablette, surtout pour chercher sur Internet quand on a besoin de faire des recherches. L'accessibilité, c'est plus facile. On a l'habitude à la maison, donc c'est plus facile. On fait tout le temps des recherches sur Internet. J'apprends beaucoup de choses qui se passent en Guadeloupe. Depuis un an, le numérique a pris sa place dans les salles de classe. Dans cette école élémentaire, son utilisation se fera principalement autour de projets éducatifs, ce qui permettra de créer un lien plus étroit entre l'enseignement et l'apprentissage. Dans l'école, il y a un enseignant qui veut travailler sur le journal scolaire. Donc il a l'intention d'imprimer des documents à l'attention des élèves. Il interviewe, il était là aussi pour la présentation du matériel. Donc les élèves vont devoir produire un document qu'ils vont distribuer après ça dans l'école. Ensuite, il y a d'autres travaux de recherche que les élèves vont devoir faire, puisqu'il y a des projets patrimoine où les enfants seront amenés à travailler sur des plantes qu'ils n'ont pas dans l'école, qu'ils n'ont pas forcément dans leur entourage, donc ils vont devoir aller chercher les renseignements sur Internet. Et c'est plus intéressant de le faire en classe. Donc ça, avec l'outil mobile, on va pouvoir le faire aisément en classe. Le groupe privé Conto Global Énergie Antilles a fourni 15 tablettes numériques à la ville pour permettre aux élèves de l'école de s'initier à l'outil informatique. Une première pour la commune. Pour nous, c'est une satisfaction, mais surtout une grande satisfaction pour les élèves. C'est quand même 15 tablettes numériques, 6 robots pour favoriser le codage et aussi un tableau interactif. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est une utilisation optimale, rationnelle, structurée, de façon pédagogique pour leur permettre d'aller vers un apprentissage aussi qui soit tout aussi performant. De toutes les façons, nous sommes dans l'ère numérique éternellement. Aujourd'hui, c'est clair, c'est net. L'usage de la tablette n'empêchera pas aux élèves d'utiliser papier et crayon pour leur exercice. Cet apprentissage appuyé sur les nouvelles technologies pourrait s'étendre à d'autres établissements scolaires de la commune. Un reportage d'Isabelle Hameau. Et maintenant, après le meurtre dans leur quartier du jeune Yohan Equinox, les jeunes de la cité Lacroix, réunis en collectif nommé Lacroix City, se mobiliseront demain dans l'espoir de changer l'image de leur quartier, mise à l'index sous l'œil bienveillant de leur parrain, le chanteur Drex. Drex, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous êtes une valeur montante du hip-hop local, on peut le dire comme ça. Vous avez accepté d'apporter votre soutien à cette manifestation qui aura lieu demain à Lacroix, ce quartier qui est souvent stigmatisé. Avant de parler, de donner des détails de cette manifestation, je propose de regarder avec moi le reportage de Karen Diama. Réputé pour ses citations dans les faits divers, le quartier de Lacroix aux Abîmes peut aujourd'hui compter sur des jeunes motivés pour changer cette image. Réunis en collectif, ils proposent dès demain un échange autour de la violence. Il y aura une projection du film Caricura le Doc, suivi d'un débat animé avec les formulaires QCP pour qu'on puisse savoir vraiment qu'est-ce que ceux qui vont venir pour cette manifestation pensent vraiment de la violence, des thèmes qui sont réguliers ici en Guadeloupe. Nous sommes acteurs de notre vie future, donc c'est encore mieux de voir des jeunes vraiment qui veulent montrer qu'ici, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon. Poussés par le meurtre du jeune Yohan Equinox dans leur quartier, ces jeunes peuvent aujourd'hui compter sur le soutien des riverains, qui eux aussi avaient mal vécu ce drame. Ça a eu un impact, je pourrais dire, psychologique sur le quartier parce que voilà, on a été montré du doigt. Enfin, nous, les habitants du quartier, on a été montrés du doigt à plusieurs reprises. Ça a eu des proportions même en France. Vous imaginez même en France que ils ont dit que voilà, là, on a été pointé du doigt. Donc, je pense qu'avec le dispositif Médias Jeunes, c'était justement l'opportunité de démontrer que en fin de compte, il n'y a pas que ça à Lacroix. Accompagné par les associations de quartier, mais aussi par des professionnels,
Le collectif n'a qu'un seul objectif. Une prise de conscience des jeunes et attirer le plus de monde aussi, histoire qu'on soit entendu, parce que c'est vrai que maintenant, quand on parle de la croix, on est vraiment mal vu, donc c'est pour ça qu'on tient à avoir un grand impact et être entendu. Après une réunion pour finaliser l'organisation de leur projection débat, le collectif s'est rendu en studio pour enregistrer des liners, un clin d'œil au parrain de la manifestation. Repow! Welcome to LCC, Lacroix City. Wakonet, collectif LCC, squad, just left. So, woo! Welcome to LCC, welcome to Lacroix. Nous avons choisi Drex déjà parce que Drex c'est un artiste très écouté, on l'écoute beaucoup, et que Drex est un artiste qui connaît le milieu. Il vient du même milieu que nous, comment dire, il vient des cités, et que comme nous aussi, on l'écoute beaucoup, et surtout à Lacroix on l'écoute beaucoup aussi. Donc quand on a proposé Drex, on était contents. Demain, le collectif Lacroix City invite donc l'ensemble de la population de 17h à 20h30 face à la médiathèque Roger Thomson pour tenter de changer l'image de leur quartier. Drex, êtes-vous conscient de l'influence que vous pouvez exercer sur ces jeunes là, qui vous admirent? En fait, vous savez, quand on fait de la musique, des fois, on n'est pas conscient de tout ce qu'on fait. Mais sur le long, j'ai appris à avoir les yeux ouverts, c'est tout. C'est-à-dire à être attentif aussi, c'est tout. Et maintenant, je sais l'impact que peut avoir sur les jeunes. Et voilà, ça a changé votre musique, votre écriture? En fait, forcément, parce que ça a changé ma façon de voir les choses. De savoir qu'il y a vraiment des gens qui écoutent, qui me prennent comme pour modèle. Donc, j'ai essayé d'évoluer et d'évolution en évolution, là, ça se fait ressentir dans la musique. Et quel genre de message que vous souhaitez véhiculer alors aujourd'hui? Un message d'espoir, on va dire ça comme ça. C'est plus... avant, j'étais un peu plus négatif, tu vois. J'étais peut-être comme les jeunes qu'on voit un peu dans ce reportage-là, ça veut dire... J'étais conscient du regard des autres sur moi. Donc j'étais un peu plus négatif. Mais maintenant, je veux être positif parce que maintenant, je suis conscient que j'ai réussi à changer ce regard-là, par rapport à ma musique, par rapport à moi, ma personnalité et qui je suis vraiment. C'est-à-dire que les gens ne s'arrêtent plus sur « Ah, il a des locks, il vient de Loricis » ou... Non, maintenant, ils vont essayer de... Ils ont déjà entendu ce que je fais, ils vont essayer de savoir pour mais au final, c'est qui ce petit jeune-là, ça? Il écoute France Gall, il connaît Patrick Saint-Éloi, il raconte des choses intéressantes. Voilà, direct, ils se disent, mais il a une petite culture quand même. Donc, il peut arriver quelque part. Et bien voilà, c'est ce message-là, ça que je veux. Justement, Drex, vous l'avez dit, hein, vous n'êtes pas de Lacroix, mais de Loricis, qu'on connaît très bien à Pointe-à-Pitre, qui a également une réputation, enfin une mauvaise réputation, malheureusement. Est-ce que ces préjugés, selon vous, sont encore trop prégnants? Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes issus de ces quartiers-là sont victimes de discrimination au niveau du travail, pour trouver un emploi, par exemple? En fait, le problème avec ces quartiers-là, c'est que souvent, à part du fait d'être stigmatisé, c'est que souvent, quand on fait des choses positives, il n'y a pas beaucoup de gens pour en parler, en fait. C'est-à-dire qu'à part les gens peut-être du quartier qui auront vu et encore, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ce que ces jeunes-là, ça font. Et moi-même, avant, c'était la même chose. Donc, la seule chose qui aurait été bien, à part du fait de travail ou pas travail, parce que c'est pas tout le monde qui est dans le même domaine. Tu vois, on n'a pas forcément tous les mêmes centres d'intérêt. Donc il y en a qui vont trouver du travail. Bon, c'est bien, tu vois, ils restent dans le quartier aussi. Mais quand ils reviennent au quartier, au final, ils sont dans le quartier. Ça veut dire que la vie en elle-même du quartier ne change pas. Et pour autant... C'est quoi la vie du quartier? À quoi elle ressemble? La vie du quartier, c'est compliqué. C'est pas tout le monde qui a la même vie dans le quartier. Mais au final, la vie du quartier, c'est savoir vivre avec tout le monde. C'est savoir vivre avec peut-être celui qui n'a pas d'ambition, comme celui qui a beaucoup plus d'ambition, ou même un peu plus d'ambition, celui qui est perdu, celui qui sait où il va. Et c'est savoir composer avec toutes ces personnes-là, ça, et pouvoir avancer. Donc des fois, c'est compliqué. Parce que tu peux te laisser influencer par quelqu'un qui a peu d'ambition, alors que tu te serais tourné vers la bonne personne. Il faut choisir ses fréquentations. Non, il faut juste qu'on sache, nous, les gens qui ont la tête sur les épaules,
mettre la lumière sur les bonnes choses. Comme ça, ces jeunes-là, quand ils cherchent quoi faire, ils peuvent regarder les bonnes choses. Parce qu'en fait, à les forcer à faire, par exemple, elle va chercher un travail, elle va faire ci, on les bride. Parce qu'il n'y a pas que ça. Bon, il faut travailler, certes, mais le travail, ce n'est pas forcément ce qu'on nous a appris à avoir un CDI, un CDD. Il y a d'autres genres de... Voilà, moi, par exemple, je travaille, je considère que je travaille. Pour autant, ce n'est pas comme le travail conventionnel qu'on nous a appris. Oui, c'est une vie d'artiste. Voilà, mais c'est compliqué, donc il faut être sérieux. Il faut leur apprendre tout ça. En mettant la lumière sur les bonnes choses, ils vont apprendre à être sérieux, concentrés, et ils vont arriver dans leur vie. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis le meurtre du jeune garçon Yohan Equinox, les choses ont changé dans les quartiers? Est-ce que ça a bousculé les consciences? En fait, les choses ne changeront pas instantanément. Alors bon, moi je sens le changement, mais dans les mentalités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ras-le-bol aussi. Il y a même les jeunes de notre âge, et les plus jeunes, les moins jeunes, tout le monde en a marre en fait, si je peux me permettre. Mais tout le monde en a assez. Lassitude. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde est fatigué. Nous, on voit ça tous les jours. C'est-à-dire que des jeunes qui se font agresser, pas tous les jours forcément, mais ça arrive souvent. Et souvent, ça arrive que des jeunes ils retirent des armes blanches ou armes à feu, mais pour des motifs banals. Donc, bon, à cause, on va dire, de cet événement-là, ça permet à beaucoup de personnes de réfléchir parce qu'elles ne veulent pas se retrouver dans cette situation-là. Et vu que ça s'est fait dans un quartier, donc nous, les jeunes de quartier, forcément, ça nous touche. Et justement, pour en finir avec cette image, ce climat, les jeunes de quartier se bougent, ils prennent les choses en main. Quel sera le programme demain? Quelle sera votre intervention demain soir dans le quartier de la Croix? Ce sera à l'entrée de la médiathèque. Voilà, exact. Donc à l'entrée de la médiathèque, juste après le pont. Et moi, personnellement, alors moi, je ne vais pas chanter, je vais juste animer avec... J'aurai 2 jeunes avec moi, du quartier même de la Croix, parce que c'est eux-mêmes qui ont organisé aussi leur manifestation. C'est important à savoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu que quelqu'un leur dise « Non, mais les gars, il faut faire quelque chose ». C'est d'eux-mêmes, ils en ont eu assez et se sont dit « Bon, on va montrer aux gens qu'on n'est pas des inutiles, qu'on n'est pas des voyous forcément, qu'on vient de la Croix et qu'on est actif, on veut faire quelque chose de positif ». Merci Drex d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Est-ce que vous rêvez d'être propriétaire? Et je suis déjà propriétaire. 60% des Guadeloupéens le sont et dès aujourd'hui, tous ceux qui ont un projet pourront se rendre au Salon de l'Habitat qui a ouvert ses portes au WTC de Jarry à Bemao. Plus de 25 000 visiteurs sont attendus. Et pour cette 30e édition, une exposition est proposée sur la maison d'hier. Alors aujourd'hui, le reportage est signé Isabelle Hameau. Maison d'hier et d'aujourd'hui, une exposition photographique qui retrace l'évolution de l'habitat. La maison traditionnelle est passée de la maison de base qui est sur une pièce 3 mètres par 3 mètres. Après, il y a une deuxième pièce qui s'est ajoutée. Et cette maison de 2 pièces, donc 6 mètres par 3 mètres, c'est celle qui était à la campagne. Et puis au fur et à mesure, derrière la parcelle, la maison est restée devant et derrière, dans la parcelle, s'est mis le jardin et le jardin potager. Et puisque devant c'était le jardin de décoration et à l'arrière la case à eau et la cuisine. De nombreuses cases ont été transportées à l'époque dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre. À leur arrivée, 2 phénomènes se sont produits. Le premier, c'est qu'elles sont montées d'un étage et ensuite qu'on y a rajouté des pièces, notamment la salle de bain et la cuisine. Au début, la cuisine, elle était après la cour au fond, près de la case à eau, et puis après, c'est rentré dans la maison. L'intérêt de cette exposition est de permettre aux visiteurs de mieux créer et imaginer leur future maison d'aujourd'hui. Ça permet de créer sa maison aujourd'hui un peu à partir de ces bases-là. Donc déjà la base carrée est très reposante pour l'être humain. Et ensuite ces maisons, quand elles sont arrivées en ville, il s'est passé qu'elles ont eu leur galerie qui est venue tout autour, qui est venue d'abord, ça a été un balcon et après ça serait étendu sur les côtés. Donc pourquoi? Pour protéger la façade des rayons du soleil et pour permettre d'avoir des persiennes et qui peuvent rester ouvertes quand il pleut puisque la galerie protège et comme ça la maison est en permanence ventilée. Le salon de l'habitat est ouvert au public jusqu'au 20 novembre.
Et voici une autre habitation pour passer vos vacances ou un week-end écologique. Ces bungalows sur l'eau ont emporté l'Aqualodge, ont remporté le trophée de l'énergie lors de la semaine de l'environnement qui a eu lieu au centre commercial d'Estreland la semaine dernière. Focus sur cette petite maison qui allie confort et maîtrise de l'énergie avec Linda Kayarzi. Aqualodge, un petit nid douillet sur mer de 80 mètres carrés, entièrement écologique et autonome. On voulait montrer au commun des mortels qu'on est capable de faire vivre un appartement, puisque c'est un appartement de 80 mètres carrés, sans être relié à la terre. Donc uniquement avec l'énergie solaire et uniquement avec l'énergie solaire. La conception du bungalow flottant prend en considération les caprices du ciel, pluie et soleil. Donc la récupération se fait par le toit, donc on a des entrées d'eau sur le toit qui rentrent directement par les gouttières. Et donc on a ce tuyau qu'on voit là, donc il sera bientôt caché puisque là le lodge est en travaux en ce moment. Et donc le tuyau sera caché et le tuyau va directement dans le réservoir qui passe par un filtre à charbon. Et donc l'eau est refiltrée et va directement dans le bac on a un gros bac d'eau qui est toujours non potable. Mais on peut l'utiliser pour faire la cuisine sans problème. On est dans ce qu'on appelle la centrale du bateau. Donc, la centrale électrique du bateau, donc ces 8 panneaux servent à rendre le lodge 100% autonome. Donc, ce sont des panneaux photovoltaïques de 220 watts chacun. Et grâce à ces 8 panneaux, on arrive à produire de l'énergie pour tout le lodge. Consommation d'électricité solaire, désalinisateur, ventilation naturelle, pour un tout confort fonctionnel, comme à la maison. On a un lave-vaisselle qui fonctionne, qui est relié directement au chauffe-eau solaire, ce qui fait qu'on lui envoie directement de l'eau chaude chauffée donc par le soleil, ce qui évite de consommer de l'électricité avec la résistance pour chauffer l'eau. Après on a un four à gaz et des plaques de cuisson à gaz, donc pas de consommation électrique. Le trophée de la maîtrise de l'énergie décroché, prochaine étape pour Aqualodge, obtenir l'écolabel. Et une semaine pour mettre en valeur la gastronomie antillaise. Pour sa première édition, le Martinique Chef Festival réunit une vingtaine de grands noms de la cuisine française. Au menu, la découverte du terroir local. Kathleen Bilascopette et Michelet François se sont rendus dans les coulisses du dîner d'ouverture donné à l'hôtel La Batelière. On regarde tout de suite leur reportage. Assaisonnement parfait et présentation millimétrée dans cette cuisine, chaque détail compte. Là, une toute petite queue et on met sur l'assiette. Ok, 3 par assiette. 3 par assiette. Ok. Super, merci. À la manœuvre, la plus jeune chef étoilée de France, Julia Sedef-Jean, dirige le restaurant parisien Les Fables de la Fontaine. Et pour l'occasion, c'est tout l'établissement qui a déménagé. On a fermé le restaurant à Paris pour venir ici en Martinique. Donc, avec mes 18 employés. En termes de logistique, alors on a amené tout, on a tout loué ici à Paris pour faire venir ici en Martinique, les verres, les couverts, les assiettes, etc. Et on a loué surtout la motivation et l'énergie pour venir ici. Citron. C'est pas ça, arrive pas. Citron. La frénésie des fourneaux contraste avec l'ambiance feutrée de la salle. 100 convives, parmi lesquels des pointures de la gastronomie française. Notre terroir stimule leurs papilles, mais surtout leur créativité. Chacun va décliner à sa sauce les produits de saison. Moi, je tombais sur la goyave, et la goyave, la vue qu'on a en métropole, c'est pas forcément un fruit qu'on mange souvent. Et donc, j'ai appelé pour dire, bon, ben là, ici, vous le mangez comment et quelle saveur, quand la goyave est à son maximum de maturité, de tout ça, qu'est-ce que je peux en attendre? Je vais travailler la poitrine de porc que je vais caraméliser avec quelques épices et un petit peu d'igname et pommes de terre douce. Un partage de savoir-faire et une ambition, offrir une nouvelle dimension à la cuisine locale, car la gastronomie, ça ne se joue pas que dans l'assiette. Il faut retravailler les produits d'une autre façon, les cuisiner d'une autre façon, les présenter d'une autre façon, et je pense que ces chefs étoilés peuvent nous aider et nous apporter cette culture qu'ils ont eux de faire ces produits. Et puis c'est de donner aussi envie à nos jeunes de faire de la cuisine et de faire de la cuisine d'une autre façon, de la cuisine gastronomique. Le Michelin viendra certainement un jour à la Martinique, mais il faudrait qu'il y ait aussi encore de belles tables d'exception parce que ça ne s'arrête pas à travers une cuisine, c'est aussi des arts de la table. Il faut qu'il y ait une histoire. Nous avons des artisans, que ce soit des potiers, de la vannerie aussi ici. Il faut raconter toute cette histoire. La gastronomie n'est pas basée que sur la nourriture en elle-même. En attendant les critiques du Michelin, ce soir, ce sont les invités qui se régalent. C'est merveilleux.
Exceptionnel. Exceptionnel, je vous dis. Une première édition qui pourrait en inaugurer d'autres et confirmer que la Martinique est aussi une terre de gastronomie. Et c'est sur cette bonne note gustative que nous passons aux informations pratiques maintenant. À Vieux-Habitants, un concours de produits agro-transformés à base de cacao est organisé. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à appeler au service culturel de la commune au 0590 99 72 60. Et puis l'équipe de l'EFS vous donne rendez-vous demain au parking de l'Hyper-Casino des Marais de Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et je vous rappelle que KTV s'est associé à Médecins sans frontières dans le cadre d'une grande collecte destinée à financer un hôpital pour Grand Brûlé à Haïti. Nous faisons appel à votre générosité. N'hésitez pas à nous contacter au 0596 37 99 96. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer un email avec vos informations et indiscrétions à redactionatv@atv.gp. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.